Christine Busselin, merci d'être à Futurible ce soir. Merci à vous. Pour nous parler de la grande course des universités, titre de votre dernier livre. Ce livre étant le produit d'un large programme de recherche comparatif qui vous avait amené auparavant à publier déjà 2 autres ouvrages. Pourquoi ce titre, la grande course des universités? Et au demeurant, y a-t-il une grande course ou des grandes courses? Alors le titre, en fait, c'est un petit peu dans la prolongation du livre sorti en 2001 qui s'appelait La longue marche des universités françaises, qui donnait l'impression qu'on était installé dans un mouvement relativement pérenne. Et là, il me semble qu'il y a eu une accélération. Donc, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, je vais dire, mais l'idée, c'était justement de montrer cette accélération. Alors, il y a bien sûr plusieurs courses. D'abord parce que tout le monde ne court pas à la même vitesse, que tout le monde ne court pas pour la même chose. Mais en même temps, il y a un mouvement général et je trouve que c'était bien de signifier ce mouvement général par un singulier. Alors évidemment, tout le monde pense au classement de Shanghai. Il y a la grande course au niveau international. Comment analysez-vous la situation de l'université française dans cette compétition? On sait très bien que les résultats ne sont pas exceptionnels. En tous les cas, il y a eu beaucoup de déceptions en 2003 quand le premier classement est sorti, parce que je pense que les universités françaises s'attendaient à être beaucoup mieux classées. On s'aperçoit qu'en même temps, il y a quand même quelques universités qui s'en sortent bien, mais surtout, le classement de Shanghai est devenu une sorte d'argument pour essayer de mettre en mouvement l'ensemble du système universitaire. Maintenant, le classement de Shanghai, on sait tous qu'il a beaucoup de défauts, qu'il a réussi à s'instaurer comme étant, enfin à s'institutionnaliser finalement, malgré tous les reproches qui lui sont faits par rapport à la manière dont les choses sont calculées. Il y a d'autres classements qui permettent aussi de relativiser un petit peu le classement de Shanghai. Et puis il instaure, et c'est ce que j'essaye de dire à un moment donné dans le livre aussi, un modèle d'université ou une façon de prendre en compte les réalisations des universités et qui ne correspond pas nécessairement à ce que sont les universités françaises. En même temps, c'est quelque chose d'extrêmement classique, le classement de Shanghai. Moi, c'est ça qui me frappe toujours quand on écoute les gouvernements dans tous les pays du monde, hein, pas simplement en France. On vous parle d'innovation, on vous parle de 3e mission de l'université, on vous parle de formation des étudiants. Le classement de Shanghai, il n'est pas du tout là-dessus, il est vraiment sur les prix Nobel, donc sur la reconnaissance finalement d'activités scientifiques passées, sur les publications, donc sur des fonctions très classiques de l'université, et pourtant on le prend comme référence. Prenons un exemple trivial par rapport à cette notion de performance. Les meilleurs étudiants français aspirent-ils à venir dans les universités françaises ou aspirent-ils à aller dans les universités étrangères? Et les bons étudiants étrangers viennent-ils en nombre suffisant en France? On sait très bien qu'il y a des étudiants français qui partent à l'étranger, mais ils ne peuvent partir à l'étranger que ceux qui ont les moyens de partir. C'est alors à la fois les moyens par leurs résultats scolaires, puisque très souvent, pas si souvent que ça finalement, mais enfin quand même à l'étranger, parfois il y a des processus de sélection, donc on ne peut pas partir si on n'a pas le dossier qu'il faut, mais il faut aussi avoir les moyens pour partir, en particulier si on va dans des pays où il y a des droits d'inscription qui sont assez importants et qui ne privilégient pas nécessairement les étudiants français, je pense aux États-Unis bien évidemment dans ce cas-là. Donc ça c'est la première chose. Les étudiants, les meilleurs élèves des lycées français, effectivement, vont plutôt se diriger vers les classes préparatoires et vers les grandes écoles. Ça c'est quelque chose qui est parfaitement connu, avec peut-être quand même quelques nuances selon les disciplines. Je pense que si on veut devenir juriste, si on est un excellent élève en terminale, on va peut-être quand même se diriger vers une faculté de droit, bien qu'il y ait beaucoup de monde, bien que l'accueil des étudiants en droit soit pas toujours un accueil de proximité, bien qu'on n'y retrouve pas du tout l'ambiance d'une classe préparatoire. Donc selon les filières, et je dirais que c'est la même chose pour la médecine par exemple, donc selon les filières, de très bons étudiants vont aussi se tourner vers l'université. Voilà, donc ça on le sait. Maintenant, là, je parle de très bons étudiants scolairement. Quand je vois comment se passent les premières années à l'université, on parle toujours des taux d'échec extrêmement élevés dans les premières années de l'université, je me dis qu'en même temps, les étudiants qu'on retrouve à l'université à l'entrée des masters, ceux qui ont survécu aux 3 premières années, je pense que ce sont d'excellents étudiants. Ils n'étaient peut-être pas scolairement scolaires, justement, mais je pense que le fait de réussir à survivre aux 3 premières années, où en fait il y a une sélection qui est extrêmement violente et très forte, pas très explicitée,
Je pense qu'on devrait mieux considérer les gens qui arrivent à avoir leur licence et qui parviennent à rentrer dans les masters universitaires. Les regarder peut-être autrement, peut-être qu'ils ont d'autres types de compétences que ceux qui sont rentrés dans les grandes écoles. Voilà, parce que finalement, de même que, comme on le disait, il y a plusieurs courses vers l'université, il y a peut-être aussi plusieurs façons de définir l'excellence et les compétences des étudiants. Merci beaucoup.